Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Pour que les crimes sexuels sur mineurs deviennent imprescriptibles et plus généralement protéger les mineurs des violences, c'est le combat de nos invités. Elle est députée, lui est activiste. On les reçoit dans quelques instants dans ce Grand JT. L'alternance, un modèle de formation et d'apprentissage qui séduit de plus en plus d'entreprises et de plus en plus de jeunes. En pleine semaine de l'alternance, on reçoit le fondateur de l'organisme Origami. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Et cette semaine, son invitée est la chanteuse et ancienne candidate de la Starac, Paola. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal en Nouvelle-Calédonie où une nouvelle nuit de violence a secoué le territoire, faisant 2 morts. Depuis le début de la semaine, les établissements scolaires sont fermés. Et la situation empire d'heure en heure. La présidente de la province sud, Sonia Backes, fait part d'un état de guerre civile et appelle à une intervention massive et urgente de l'État. Emmanuel Macron a quant à lui réuni cet après-midi un conseil de défense extraordinaire et plusieurs voix s'élèvent pour demander la mise en place d'un couvre-feu. Emmanuel Macron a en tout cas annoncé la mise en place d'un état d'urgence. 500 policiers et gendarmes vont aussi être déployés dans les prochaines heures. 4 morts sont à déplorer pour le moment, dont un militaire, un gendarme mort des suites d'une blessure reçue il y a quelques jours. Au cœur de la mobilisation, le vote par le Parlement du dégel des corps électoraux qui permettra à davantage d'habitants du territoire français de Nouvelle-Calédonie de prendre part aux élections locales. Un passage en force dénoncé par beaucoup et à l'origine de violences. Conséquence, vous le disiez il y a quelques instants Virginie, écoles, collèges et lycées du territoire sont fermés depuis hier. Cette décision a été prise en étroite consultation avec les autorités compétentes et en réponse aux circonstances actuelles, indique l'exécutif dans un communiqué. La sécurité et le bien-être de nos élèves et de notre personnel restent notre priorité absolue. Nous surveillons de près la situation et informerons la population de la réouverture de nos établissements dès que les conditions seront réunies. Autre sujet, les groupes de niveau continuent à diviser du côté des enseignants. Hier, des syndicats tenaient une conférence de presse et ils annoncent qu'ils entrent en résistance. Résistance contre une réforme populiste, c'est en ces termes rapportés par le journal Libération que les enseignants détaillent leur mobilisation. Notre volonté est de solidariser toute la société autour de la défense de son école et de la démocratisation scolaire. Une véritable bataille culturelle se joue autour des enjeux éducatifs. Voilà ce que dit Benoît Test, secrétaire général de la FSU. Alors dans les faits, certains syndicats remontent des consignes locales qui poussent les enseignants de CM2 à d'ores et déjà mettre en place des groupes de niveau pour les préparer, les élèves au passage au collège. Les syndicats disent qu'il faut refuser. Sophie Vénétité du SNES FSU, par exemple, brandit le code de l'éducation qui, selon elle, est au-dessus de la réforme proposée par le gouvernement. En effet, un des articles de ce dit code de l'éducation précise que ce sont les conseils d'administration des établissements qui fixent les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative, l'organisation de l'établissement en classe et en groupe d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves. En bref, donc, cette réforme ne serait pas conforme au code de l'éducation. Des syndicats qui donc ont appelé à manifester le 25 mai prochain. Le collectif éducation contre les LGBTI-phobies en milieu scolaire et universitaire appelle à un rassemblement le 17 mai en marge de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est un collectif intersyndical qui entend mener des actions de lutte contre les LGBTI-phobies. Si dans leur communiqué, les membres du collectif saluent le travail mené depuis plusieurs années, il y a encore à leurs yeux fort à faire. Si des progrès ont pu avoir lieu dans la sensibilisation des personnels, dans l'accueil des élèves trans et si des programmes d'éducation à la sexualité vont très bientôt donner davantage de cadres au traitement des sujets d'orientation sexuelle et d'identité de genre dans les établissements scolaires, beaucoup de choses restent à faire et l'école continue à reproduire, voire à accentuer les violences de genre dans un système patriarcal ancré jusque dans nos pédagogies. Le rassemblement aura lieu ce vendredi midi, place Bainville, à proximité du ministère de l'Éducation nationale. Terminons ce journal avec une actualité plutôt insolite de nos confrères de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Alors que l'on parle beaucoup des écoles qui ferment, en Corrèze, une école est ouverte avec un enseignant qui est affecté, mais en revanche, il n'y a aucun élève. Oui, c'est une petite commune qui porte le doux nom de
Tarnac, que l'on connaît pour le fiasco judiciaire de l'affaire de Tarnac sur fond d'accusation de terrorisme, mais que l'on connaissait moins pour son imbroglio scolaire. Eh bien, il y a dans ce petit village une école toujours ouverte avec un poste dédié d'un enseignant, une école dans laquelle 12 enfants devraient normalement y être scolarisés. Eh bien, on apprend dans les colonnes donc de France 3 Nouvelle-Aquitaine sur son site internet que cette école est désespérément vide. Un imbroglio spectaculaire qui s'explique, selon nos confrères de France 3 Nouvelle-Aquitaine, par des tensions entre les locaux et les néo-ruraux sous fond de petites guerres d'ego. Du côté du rectorat, on explique qu'il est important de garder l'école ouverte et on cherche la perle rare pour enseigner, diriger l'établissement et sans doute faire de la pédagogie aussi avec les parents. Merci Guillaume. Plus de 5 millions de Français adultes ont subi des violences sexuelles pendant leur enfance et lorsqu'ils ont le courage de porter plainte, dans la plupart des cas, eh bien, les faits sont prescrits. Alors ce combat pour la protection de l'enfance, eux, en ont fait un combat depuis déjà bien longtemps. Francesca Pasquini est députée, Arnaud Gallet est activiste des droits de l'enfant. Ils sont tous les deux sur notre plateau. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Francesca Pasquini. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts. Et Arnaud Gallet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à nouveau aussi sur ce plateau. Vous êtes activiste des droits de l'enfant, cofondateur de Move Enfant. On va commencer par l'actualité extrêmement récente. Le Festival de Cannes a débuté hier. On a remarqué bien sûr la présence de Judith Godrèche, que vous connaissez, Francesca Pasquini, puisque vous l'avez auditionnée au sujet des violences dont elle a été victime. Jeudi 2 mai, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une proposition que vous avez portée, la création d'une commission d'enquête relative à la situation des mineurs dans le monde du cinéma, du spectacle vivant, de la mode et de l'audiovisuel plus généralement. Pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé ? Alors oui, on a effectivement auditionné Judith Godrèche à l'Assemblée nationale après son audition du Sénat. Et Judith Godrèche a fait une demande très précise qui était celle de la création de cette commission d'enquête. Alors petite précision, le périmètre de la commission d'enquête concerne également les majeurs. Donc elle vise à faire un état des lieux de toute forme de violence, qu'elle soit physique, psychologique ou verbale, dans toutes les industries que vous avez mentionnées, pour les majeurs et pour les mineurs. Donc les travaux vont commencer la semaine prochaine. On commencera à auditionner. La commission a été constituée hier et nous allons travailler pendant 6 mois. J'ai eu l'impression que ça a été assez rapide finalement, que vous avez évidemment ressenti cette urgence, nous la ressentons ici sur ce plateau, mais vous avez été entendu. On a été entendu parce que effectivement, ça a été une commission d'enquête transpartisane, votée à l'unanimité, comme vous l'avez dit, et tous les collègues nous ont vraiment montré du soutien tout de suite. On a eu du soutien transpartisan des collègues de tous bords politiques qui ont, comme nous, souligné l'urgence de mettre en place très très rapidement cette commission d'enquête. Donc, elle a pu être votée en 2 mois, ce qui est exceptionnel. Une réaction, Arnaud Gallet, forcément, à la création de cette commission. Oui, c'est une bonne chose, Après, moi, j'ai une pensée, si vous voulez, pour des personnes qui... C'est une lutte collective, en réalité. Vous avez Adèle Haenel, etc., et bien d'autres qui ont eu cette force, ce courage de vouloir faire bouger les choses. Et je trouve ça bien, effectivement, qu'en 2024, on arrive aussi rapidement à mettre en place une commission face à un sujet qui est extrêmement important et qui n'est pas nouveau. Donc, c'est bien que les députés s'en saisissent. Nous sommes à un tournant dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est, dites-vous, le hashtag MeToo a commencé par le cinéma. Évidemment, il doit se poursuivre de cette façon, de manière très claire, très ferme. Il faut que ça se poursuive, effectivement. Et puis, nous, cette commission d'enquête, elle a un périmètre qui est bien défini et bien délimité. Mais on serait heureux que les travaux de cette commission d'enquête puissent servir aussi à d'autres causes. Parce qu'on a vu que récemment, il y a eu d'autres MeToo. Il y a eu le MeToo de la santé, le MeToo de l'armée. Les victimes de viols, d'agressions sexuelles et d'inceste, elles sont partout. Elles ne sont pas que dans le monde du cinéma. Je rappelle brièvement les chiffres du travail qui a été fait par la Civis, notamment concernant les mineurs. Il y a 160 000 enfants en France qui sont tous les ans victimes de viols, d'agressions sexuelles. Ça fait un enfant toutes les 3 minutes. Et c'est dans toutes les couches de la société. Donc il va falloir que toutes ces prises de parole puissent être entendues à chaque niveau de la société. Un tout petit mot par rapport aux éventuelles dérives. Des dérives, il y en a partout. Quand on commence à dénoncer, forcément, on voit des dérives. Il y a eu cette fameuse liste qui a circulé. Une liste qui a été évidemment reprise
reprise, dont on a dit qu'elle était fausse. Un petit mot, une réaction, Arnaud Gallet. Une réaction très simple, c'est-à-dire ça tue la cause. À mon sens, il faut rester sérieux dans ce qui est dit. Il ne faut pas Après, la seule chose, c'est que je rappelle juste qu'au-delà de cette liste, il y a combien de personnes qui sont dans ce pays quand même inquiétées et qui vivent tranquillement. Enfin, je veux dire, on a plein de noms. Donc oui, cette liste, elle est peut-être malheureuse. Mais moi, je rappelle juste que vous avez plein de gens qui vivent en toute impunité, tranquillement, qui répondront peut-être jamais de leurs crimes. Et je me dis qu'à un moment donné, oui, il faut la dénoncer. Mais par contre, il faut qu'il y ait un peu que justice soit faite quand les autres personnes sont en liberté. On parle de l'imprescriptibilité. C'est une autre mesure évidemment très importante. Elle n'existe, je le rappelle, que pour les crimes contre l'humanité. Cette notion paraît assez incompréhensible puisque, par principe, on parle d'enfants, donc de personnes qui sont beaucoup trop jeunes justement par rapport à cette imprescriptibilité. Il y a 3 éléments quand même sur la question de l'imprescriptibilité. Effectivement, vous avez raison, ça peut donc toucher des enfants comme moi, par exemple, parce que j'ai été victime quand j'étais enfant, comme bien d'autres. Et déjà, vous avez à prendre en considération la question des conséquences psychotraumatiques, notamment l'amnésie traumatique, mais aussi la question de l'emprise. Bref, autant de difficultés qui font que pour une victime, c'est difficile d'aller déposer plainte et c'est pas forcément l'urgence. Je le redis au niveau de la Civis, parce que j'ai été membre également de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Sur 33 000 témoignages, 70% d'entre eux nous ont dit avoir au bout d'un moment été dans une situation de précarité. Est-ce que quand on est dans une situation de précarité, l'urgence, c'est d'aller déposer plainte ou est-ce que l'urgence, c'est de survivre? Donc la question, c'est celle-là. Et puis, il faut être en phase aussi avec un discours du président de la République lui-même. C'est-à-dire que le président de la République, en 2021, lorsqu'il met en place la commission indépendante, qu'est-ce qu'il dit? Il dit plus jamais les bourreaux devront être impunis. Il est temps, donc rendons les crimes imprescriptibles. Et puis, j'irai quand même sur quelque chose dont on parle finalement assez peu. Rendre les crimes imprescriptibles, c'est aussi améliorer les techniques d'enquête. Pourquoi? Parce que si on souhaite rendre justice pour les crimes les plus anciens, ça favorise aussi finalement les crimes les plus récents, puisqu'on va donner enfin aux forces de l'ordre la possibilité d'être en capacité de faire des enquêtes dignes de ce nom. Je rappelle ici que, pourquoi je dis ça, parce que 73% des plaintes pour viol sur mineur, et même 94%, parce qu'on était quand même hier sur une tribune qui est parue dans Le Monde, etc., sont classées sans suite. Et pourquoi il y a un classement sans suite? Bien souvent, c'est parce que les faits ne sont pas suffisamment caractérisés. Donc allons caractériser les faits, donnons des moyens aux enquêteurs et enquêtrices pour avancer, et je pense qu'effectivement, justice sera faite. Je vais aller jusqu'au bout des chiffres. 74%, vous le dites, de ces plaintes sont classées sans suite. La moitié des plaintes instruites déqualifiées. Exactement. Et au total, seuls 10% des plaintes vont être jugées en cour d'assises. Ça veut dire moins de 1% de l'ensemble des viols qui seront jugés comme tels. Donc effectivement, il y a urgence. L'imprescriptibilité, je vais reprendre encore le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a effectivement cette notion qui existe que pour les crimes contre l'humanité. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas mettre au même rang les crimes sexuels contre les enfants? Rien ne l'empêche. Alors nous, moi je porte une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui pour l'instant a été co-signée par 36 parlementaires de différents groupes sur l'imprescriptibilité des viols et agressions sexuelles sur mineurs. Ni le Conseil d'État ni le Conseil constitutionnel font obstacle au fait que la France puisse également rendre imprescriptibles ces crimes sur mineurs. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible en droit de pouvoir le faire. Il s'agit d'une volonté politique. Et donc là, nous, maintenant, mon rôle de législateur est celui d'aller convaincre un maximum de collègues pour que ce sujet puisse être un jour discuté à l'Assemblée nationale. Et il nous semble que le moment est venu de pouvoir le faire parce que là, il faut passer de la parole aux actes et il faut montrer à toutes les victimes que les parlementaires sont derrière et qui réfléchissent à des solutions. Parce qu'on se rend compte finalement que quand on est petit, il est difficile d'aller déposer plainte, on n'est souvent pas cru, on est dans un système d'emprise. Alors il y a déjà des pays européens qui ont rendu imprescriptibles les viols soit sur mineurs, soit sur majeurs. Parfois ils ont aussi rendu imprescriptibles les agressions sexuelles. L'Espagne par exemple déplace le délai de début de prescription plus tard, donc il est plus long que pour la France. En France, quand on a été victime enfant, on a 30 ans pour pouvoir dénoncer. Ça veut dire... Là on parle de viol et pas d'agression. L'agression, c'est un peu plus court, je crois, non? Oui, mais jusqu'à 48 ans. Et parfois, Arnaud l'a dit, il y a des victimes qui ont une période d'amnésie traumatique plus ou moins longue, une période aussi où ils sont sous l'emprise de leurs agresseurs. Il est difficile pour une victime d'aller déposer plainte, notamment en cas d'inceste, parce qu'il y a toute l'omerta de la famille, elles sont seules, elles sont isolées. Donc il faut leur donner la possibilité de pouvoir déposer plainte quand elles le souhaitent. Et les personnes majeures, adultes, qui sont aussi violées, disent
l'état de sidération dans lequel elles sont très souvent au moment de l'acte. Oui, tout à fait. Elles le disent, et puis même au-delà de ça, vous voyez, quand on revient pour reprendre les propos qui viennent d'être dits là, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au niveau de la Civise, tous les enfants en parlaient. C'est-à-dire que, en fin de compte, ce qui est complètement injuste dans le fait qu'on mette une prescription, c'est que quand les enfants parlent en fait, à un adulte pour être protégés, ils ne sont pas protégés, il n'y a pas de dépôt de plainte, donc le couvercle se referme, et puis après, il faut X temps pour pouvoir effectivement... Donc il y a une double peine, voire une triple, quadruple peine qui est imposée aux victimes, quel que soit leur âge, mineur, majeur, etc. Et je pense que là-dessus, bien sûr, il faut qu'on avance, et quel signal quand même, moi j'insiste quand même là-dessus, c'est renvoyer un signal clair, net, précis, en fait, que le viol, c'est non, voilà, tout simplement. Et à aucun moment, en fait, on peut fuir de sa responsabilité, en fait, par rapport à ça. Enfin, d'où on fuirait nos responsabilités par rapport à un crime aussi effroyable que celui-là. On peut imaginer l'expertise psychologique pour appuyer cette décision, effectivement, de l'imprescriptibilité. Un enfant doit pouvoir agir, en fait, avec le temps dont il a besoin, la prise de conscience d'un tel traumatisme. Oui, l'expertise psychologique peut être une preuve, même... beaucoup d'années plus tard. Donc, effectivement, on peut utiliser l'expertise psychologique en termes de preuves au bout de 30 ans, au bout de 40 ans. Après, d'un point de vue psychologique, il faut aussi penser à ce qui peut être mis en place pour les victimes après, une fois qu'elles ont dénoncé le suivi. Parce que c'est ça aussi qui coûte très, très cher aux victimes et qui, parfois, c'est une autre peine qui commence d'un point de vue psychologique et d'un point de vue aussi économique. Juste une petite précision, si vous le voulez bien, en quelques mots, sur à la fois le civil et le pénal, sur cette imprescriptibilité et sur cette notion de date de consolidation qui existe aujourd'hui et qui permet de porter plainte une fois expertise psychologique faite. Peut-être une précision, Anne Gallet ? En fait, il y a répondre de ces actes devant la justice de manière pénale, c'est-à-dire être condamné pour des actes qu'on a commis directement, donc avec une peine qui est prononcée, et puis il y a une dimension civile qui est là pour le coup, la justice en fait condamne à une somme bien souvent d'argent pour réparer un préjudice. Ce qui n'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire d'un côté en fait c'est la société en fait qui condamne l'acte, et de l'autre côté en fait c'est le préjudice entre la victime et l'auteur en fait qui est vu directement. Donc c'est deux choses qui sont assez fines. Et je pense que de manière générale, pour rendre les choses plus simples, c'est que rendons les crimes imprescriptibles, c'est plus simple de le dire comme ça, que ce soit pénalement, civilement, peu importe. Et sur majeur et mineur. Exactement, sur majeur et mineur, et puis voilà, basta, qu'on arrête un peu de semer la confusion, parce qu'on voit bien qu'en termes de violence sexuelle, d'inceste, malheureusement, la confusion est de mise. Vous le dites vous-même, tous les deux, effectivement, la complexité de ces situations, évidemment, dramatiques de viol et d'agression sexuelle provoque le silence, provoque la sidération. Vous parlez de précarité aussi, qui était vraiment un argument frappant pour beaucoup de ces enfants, de ces jeunes et aussi adultes, victimes. Pourquoi, finalement, on se retrouve aujourd'hui, en 2024, à demander l'imprescriptibilité, alors que ça devrait être si logique auparavant? Autrement dit, ma question est pourquoi les politiques, pardon, vous en faites partie, mais pourquoi ont-ils mis autant de temps à réagir ? Parce que c'est un principe en fait juridique, et quand on écoute souvent des juristes, ils ne veulent pas entendre le fait qu'on puisse rendre imprescriptible autre chose que le crime contre l'humanité. C'est vraiment une position assez ferme. Moi, j'ai auditionné des juristes, même en délégation des droits des enfants à l'Assemblée nationale, et c'est souvent ça l'argument qui est mis en avant. Ils nous disent que ça deviendrait, par exemple, la porte ouverte à rendre imprescriptible aussi d'autres choses, mais c'est pas ce qui se passe ailleurs en Europe. Par exemple, la Belgique a rendu imprescriptible en 2021 et a uniquement ouvert au viol et aux agressions sexuelles. Donc, en fait, c'est possible de le faire sans ouvrir la porte à d'autres crimes. Mais quand on voit le nombre de victimes que ça fait chaque année en France et le nombre de Français qui sont touchés, on peut tout à fait estimer, ne serait-ce que par le nombre, que ça s'apparente à un crime contre l'humanité. Enfin, c'est une façon quand même de dire, finalement, il y a le crime contre l'humanité et puis le reste, finalement, c'est quand même moins grave. Oui, alors après, ce qui est sûr, c'est que la question du crime contre l'humanité par rapport à l'histoire, c'est important quand même de le maintenir, et ça, je pense que c'est essentiel. Après, ce qu'on peut se dire, et c'est vrai que beaucoup de professeurs de droit le disent très bien, c'est qu'on peut mettre dans le même chapitre, mais en dessous du crime contre l'humanité, les violences sexuelles, etc., sans problème. Il n'y a aucun sujet par rapport à ça. C'était rappelé tout à l'heure à juste titre, c'est-à-dire qu'on peut, c'est possible, le Conseil constitutionnel le permet, le Conseil d'État le permet, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Enfin, je veux dire, c'est essentiel. Alors peut-être pour revenir sur ce que vous dites, moi je pense qu'il y a quand même eu des politiques même avant
qui ont cherché à porter effectivement cette voix-là. Je pense que on a fait quand même, encore une fois, c'est le fruit pour moi d'une lutte collective, on l'a bien vu, il y a des personnes comme Michel Meunier au Sénat qui l'ont déjà porté, etc. et d'autres, et on voit bien que bien souvent, en fait, c'est un jeu minoritaire, et je trouve ça hyper intéressant, la démarche qui est initiée par Madame la députée, c'est-à-dire de se dire, évidemment, il faut que ce soit transpartisan, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien qu'on se retrouve, et là on voit bien aussi, quel que soit le bord politique, on se retrouve avec des personnes qui sont complètement d'accord, mais avec quand même certaines résistances qui sont celles de l'histoire, mais je pense qu'il faut rassurer aussi là-dessus, et il faut surtout, moi j'insiste là-dessus, c'est ce qu'on a appelé au niveau de la Civise, la doctrine de la Civise, donc la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a fait une préconisation autour de la question de l'imprescriptibilité, parmi d'autres préconisations. Pourquoi ? Parce que c'est un message qu'on renvoie tout simplement, une philosophie de vie en quelque sorte, de se dire au bout d'un moment, jamais si les victimes sont condamnées à vie, pourquoi est-ce que les agresseurs ne le seraient pas ? Voilà, c'est ça le message aussi simple. Et puis après, c'est des questions de droit, des questions de moyens pour que justice soit rendue. Mais ça, c'est toujours pareil. On parlait de cette mesure, en fait, de cette proposition transpartisane. Je crois que vous avez cité 36 députés qui vous suivaient, c'est ça ? Oui. 36, bon, c'est déjà pas mal, mais enfin, c'est pas la totalité. Pas encore. C'est difficile d'avoir la totalité. Alors, 36, est-ce qu'on peut nommer, parce que vous parlez de transpartisans, tous les groupes ont suivi ? Tous les groupes ont suivi. Les Républicains ont aussi une proposition de loi sur l'imprescriptibilité. Donc, ils n'ont pas co-signé la mienne, mais ils ont déjà la leur. Mais pourquoi avoir justement deux propositions différentes ? Qu'est-ce qui vous différencie ? Elles sont écrites de manière différente. Nous, on a écrit la nôtre de manière un peu différente de celle des Républicains. Il y a aussi une proposition de loi qui est portée au Sénat par le sénateur Iacovelli sur l'imprescriptibilité. L'idée, quand même, c'est, malgré le nombre, elles sont 2 ou 3, c'est le fait qu'on puisse se retrouver tous et porter ce combat ensemble, que ce soit à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais alors j'entends effectivement, plus effectivement de personnes se mobilisent sur la même question, sur le même sujet, plus effectivement le message est fort, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'effet inverse, se dire plus il y a de listes ou de propositions faites, et bien plus ça se découpe. Alors c'est pas une question que plus de propositions de loi, plus le message est fort, mais c'est plutôt plus de propositions de loi, il y a plus de députés convaincus sur la question. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que, et ce qui nous donne aussi bon espoir sur augmenter le nombre de députés signataires, c'est que quand moi j'interroge un collègue qui n'a pas encore co-signé ma proposition de loi et je lui demande pourquoi il ne l'a pas encore fait, ils me répondent tous, on sait que c'est une réflexion qu'il faut qu'on ait à court terme. On n'a pas encore réfléchi, on n'a pas encore acté notre décision sur la question, mais on sent que c'est important, que c'est un sujet d'actualité et on sent qu'il faut qu'on aboutisse à une réflexion, à un oui ou un non. Donc ce n'est pas une porte fermée, c'est je vais réfléchir parce que je sais que les temps sont mûrs pour pouvoir le faire et que j'ai une opinion personnelle au sujet de l'imprescriptibilité. Alors cette prescription, donc, elle est aujourd'hui fixée à 30 ans, il me semble, vous me l'avez dit, après la majorité de la victime en cas de viol. À l'automne dernier, la Civise, donc la commission dont on parlait tout à l'heure sur l'inceste, a recommandé de supprimer ce délai. J'aimerais savoir où on en est précisément à ce sujet, parce qu'après 3 ans d'enquête, la Civise donc tire 82 préconisations qu'elle juge réalistes et réalisables. Et elle dit « Leur mise en œuvre sera moins coûteuse que le coût du déni ». Je trouve que la phrase est extrêmement forte. Civise qui estimait donc dans ses précédents rapports que les violences sexuelles contre les enfants coûtaient 9,7 millions d'euros par an à la société. Ça veut dire que, autrement dit, est-ce qu'il faut parler de coûts, donc d'argent à l'État, pour que tout d'un coup ce soit pris au sérieux et en compte ? Oui, je pense que la question économique se pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût de l'immobilisme, c'est 9,7 milliards. Donc ça veut dire qu'on peut très bien utiliser ce coût de l'immobilisme en fait, pour être actif. Et c'est un peu notre sujet, c'est de se dire avec une autre philosophie de vie, avec une autre manière de penser, on pourrait utiliser cet argent autrement. Aujourd'hui, l'immobilisme tue, coûte. Et je pense qu'il est temps effectivement d'agir et de changer un peu de braquet. Et ça serait possible. Je l'ai encore dit pour tout vous dire, il n'y a pas très longtemps à Aurore Berger, donc, qui est ministre au niveau de l'égalité femmes-hommes et lutte contre la discrimination. Et je lui ai dit, mais cet argent-là, on sait bien que Bruno Le Maire, il y a peu de temps, cherchait 10 milliards. Nous, les 10 milliards, on peut les utiliser autrement. Plutôt que de penser à chaque fois des économies, il y a peut-être une manière de penser et d'utiliser l'argent public un peu autrement. Et là, on voit bien que c'est urgent. Enfin, il faut quand même rappeler qu'on parle d'un massacre de masse qui touche quand même plus de 10% de la population française. Et que vous a-t-elle répondu, Aurore Berger ?
Je pense qu'elle a compris. Après, est-ce que c'est elle qui a tout entre ses mains? Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est une question en fait, de volonté politique plus large. Donc, on n'a pas eu de réponse claire. Néanmoins, nous, on a pu lui dire. On a pu lui exprimer de manière très simple que pour nous, il y avait une capacité, une possibilité d'agir. Et d'ailleurs, on a été plus loin. Ce qui se passe sur les violences faites aux enfants, c'est valable aussi pour les violences faites aux femmes, c'était le même constat. Et donc il s'agit au bout d'un moment, là pour le coup, dans son portefeuille, d'agir et de se dire qu'il faut penser les choses autrement. Et on pourrait tout simplement avoir un peu plus de résultats qu'aujourd'hui. On voit bien quand même que la situation est dramatique sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Lutte contre les violences faites aux enfants, c'est inacceptable. Enfin, je veux dire, en France en 2024, c'est le pays de l'impunité et de la honte. Moi je le dis comme ça, franchement j'ai honte de voir la manière dont les choses sont traitées en France et la manière dont sont considérées les femmes et les enfants, c'est inacceptable réellement. On est le pays des droits de l'homme, je le dis souvent, mais ni le pays des droits des femmes, ni le pays des droits de l'enfant. Et je trouve ça insupportable. Une honte partagée, Madame la députée ? Écoutez, oui, moi qui travaille beaucoup sur les questions de droits des enfants, c'est des sujets qui font le quotidien de moi-même et de mes collaborateurs. On s'aperçoit que finalement, c'est à tous les niveaux. C'est à l'école, c'est sur les questions de la santé, c'est sur les questions des violences, la question du harcèlement, la question du viol sur majeur. Et on le voit aussi à l'Assemblée nationale. Malheureusement, les sujets des droits des enfants, ce sont des sujets qui n'attirent pas beaucoup de députés, mais le bon côté des choses, c'est que finalement, ce sont des sujets sur lesquels on peut travailler de manière transpartisane. Donc, aller chercher les 3-4 collègues d'autres groupes politiques qui sont motivés pour pouvoir le faire et utiliser notre mandat pour faire avancer un maximum de choses. Après, moi, j'essaye aussi d'embarquer le gouvernement pour qu'ils puissent travailler avec nous, de leur dire en toute transparence, on travaille sur ce sujet et ce sujet, par exemple, de la prescriptibilité, on veut le faire avancer pour qu'on puisse le faire tous ensemble, c'est encore mieux. Ce qui est frappant, ce sont les témoignages évidemment très chocs, vous l'avez fait, Arnaud Gallet, et beaucoup d'autres l'ont fait, et effectivement les citoyens qui eux-mêmes prennent en main cette société pour hurler l'urgence qui est vraiment là devant nous. Véronique Béchu, qui est chef du pôle stratégique de l'Office des mineurs, dans son livre, raconte, son livre s'appelle Derrière l'écran, une scène vécue entre un enquêteur et Adrien Taquet, qui était alors secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Elle décrit une directrice de cabinet et secrétaire d'État médusés, sans voix, lorsqu'ils voient tous les deux, en temps réel, sur une carte de France, la géolocalisation des pédocriminels qui s'échangent des images ou vidéos de mineurs à caractère sexuel. On voit en quelques minutes en fait cette France qui donc, elle dit, couleur vert sapin, qui devient rouge écarlate et qui éclate en quelques minutes la barre des 100 000 connexions franchies. Ben oui. La France, c'est le 2e pays d'Europe hébergeur de contenu cyberpédocriminel, le 4e au monde. C'est pour ça qu'on demande des moyens depuis X temps. C'est pour ça que la société civile s'énerve un peu à un moment donné, parce qu'effectivement, il y a un peu de quoi s'énerver, parce que derrière ces images, il y a bien entendu des enfants qui sont violés. Et ça, c'est insupportable. Et puis, je rajouterais, derrière ce que dit Véronique Béchu à juste titre, mais il faut bien se rendre compte que même quand il y a une interpellation d'une personne qui héberge un contenu cyberpédocriminel, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un retrait en fait, de ces images, de ces contenus. Elles ne sont pas retirées ? Non, c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, elles sont laissées parce que c'est un accord qu'on devrait trouver avec, des opérateurs de téléphonie, etc. Avec les GAFA ou... Bien sûr. Et nous, on se dit, évidemment, c'est pour ça qu'on demande aussi que ça soit au niveau européen que ça se joue, que ce soit l'Europe. On a demandé à la France, Emmanuel Macron s'y est engagé. Bon, on ne sait pas trop où ça en est, peu importe. Enfin, pas peu importe, bien entendu, mais on voit bien qu'il y a un manque de volonté politique en fait, d'agir là-dessus et sur une situation qui est déplorable. Et effectivement, la France est pas loin d'être championne du monde, quoi. On est vraiment dans quelque chose d'assez hallucinant, mais en même temps, ça corrobore. Il n'y a pas beaucoup de risques en fait en France. En France, quand vous avez moins de 3% des agresseurs qui sont condamnés quand ils violent des enfants ou moins de 1% en cas d'inceste, pourquoi est-ce qu'on viendra embêter quelqu'un pour des images cyberpédocriminelles trouvées sur un ordinateur ? Non, mais sincèrement, on le sait. Aujourd'hui, en plus, ce qui est terrible, c'est que vous avez des coups de filet avec des chiffres astronomiques. Mais pourquoi ces chiffres sont astronomiques ? C'est pas parce que les enquêteurs ne savent pas avant identifier la personne. C'est parce que comme ils ne peuvent pas agir parce qu'ils n'ont pas les moyens, la personne en fait télécharge et dès qu'elle atteint en fait à certains seuils, là on se dit c'est pas possible, là faut y aller parce que on est face à un problème très grave. Et donc paf, là on prend. Mais qu'est-ce que la personne prend réellement ? Bien souvent c'est du sursis, etc. C'est-à-dire que c'est pas pour des viols d'enfants qu'elle prend, c'est pour téléchargement d'images ou de contenus cyberpédocriminels.
Nous, on demande que ce soit vu comme des crimes. En fait, c'est comme des personnes qui téléchargent des viols d'enfants sur Internet. Et ça, c'est inacceptable. Et là aussi, on voit bien que, voilà, pour agir... Alors, c'est sympa de faire de la com, hein. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Les services de Véronique Béchu font un travail exceptionnel. Véronique Béchu est une remarquable commandante, etc. Je trouve ça super. Sauf qu'elle vous le dirait elle-même. Elle le dit, d'ailleurs, oui, dans son livre. C'est qu'elle dénonce, justement. C'est incroyable. C'est une action. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, Adrien Taquet est absolument sidéré. Le cabinet est sidéré. Mais il n'y a rien. Voilà. Il n'y a pas de moyen en plus. J'aimerais juste vous faire réagir parce qu'on a très peu de temps. Les États membres de l'Union européenne échouent depuis plus d'1 an à s'entendre sur une définition commune du viol en Europe. Donc il a fallu définir ce qu'était le viol aujourd'hui. Un article d'une directive européenne vise à inscrire l'absence de consentement au cœur de la loi. Mais plusieurs pays, dont la France, s'y opposent pour des raisons juridiques. Un tout petit mot là-dessus parce que je ne comprends pas pourquoi. Francesca Pasquini. Je ne comprends pas pourquoi non plus, et c'est d'ailleurs le combat qu'on mène à l'Assemblée nationale, et là encore, c'est un combat qu'on essaye de mener de façon transpartisane. C'est très important que cette notion de consentement puisse être intégrée à la définition actuelle du viol, parce que ce n'est pas parce qu'on ne consente pas, on ne montre pas de consentement qu'on accepte ce qui est en train de se passer, et ça serait un net recul que celui de voir refuser cette inscription du consentement dans le code pénal. Est-ce que c'est parce que dans la plupart des cas, le viol finalement est perpétré sans violence physique ni usage de la force? C'est pour ça que cette notion capitale de consentement est là et remise en cause? Oui, bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'emprise, une nouvelle fois qu'on voit qui s'invite dans la question des violences sexuelles, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une demande en fait de reconnaissance de la notion de consentement. Et on voit bien qu'en France, on a du mal, on peine en fait là-dessus depuis quelques années quand même. On milite ardemment sur ces questions. Moi, ça me fait un peu sourire parce que ça fait longtemps finalement qu'on en parle. Et on se dit, on a l'impression à chaque fois de débarquer alors que ce sont des luttes féministes qui datent des lustres et il y a une forme de transmission. Donc à force, donc voilà. Tenez le coup, Arnaud. On a besoin de vous. On tient le coup. On tient le coup. Et, on a besoin de vous. Et je pense que l'Assemblée nationale, le Sénat le sait très bien. Et puis, on est quand même de plus en plus nombreux. Ça, c'est peut-être un message important à dire. Il faut bien le noter. C'est-à-dire qu'on a commencé par le MeToo au niveau du cinéma. Rappelez-vous, avant, il y avait quand même MeToo inceste, MeToo théâtre. Il y a plein de MeToo qui se mettent en place. Et surtout, il y a une million d'MeToo parce que finalement, quel que soit le milieu, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du cinéma, etc., c'est toujours la même stratégie de l'agresseur qui vise à anéantir la victime, qui vise à détruire et qui vise surtout à asseoir sa domination sur l'autre. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on commence à être de plus en plus nombreux. Et ce qui se passe en France, par ailleurs, c'est là où on décrit comme certaines choses, je pense, ne se passe pas forcément ailleurs en termes d'unité, justement, et de force de la société civile. Et c'est un petit message d'espoir. Et c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur les politiques au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat. Et au niveau du gouvernement pour agir, mais on sait qu'on peut compter sur des alliés au niveau de l'Assemblée nationale. Francesca Pasquini, vous avez entendu le message. Hein. Attention, tout est focalisé, notamment sur vous. C'est pas une pression. Merci. En plus, c'est sincère et c'est très bien ce qu'elle fait par la députée. Si, mettons la pression. Mais non, mettons-la. Mais je trouve qu'elle le fait très bien, surtout que la démarche. C'est une pression positive. Exactement. Merci à vous deux d'être venus. Un message de soutien. Voilà, un message de soutien. Merci d'être venus sur le plateau du Grand JT pour parler de ce drame. Francesca Pasquini, donc députée Europe Écologie Les Verts, et Arnaud Gallet, activiste droits de l'enfant et cofondateur de Move Enfant. Merci à vous deux. Merci beaucoup. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans,
Il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et voilà, qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Yann Gabé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur d'Origami, qui est un organisme de formation en économie sociale et solidaire. Favoriser une justice sociale, est-ce que c'était le point de départ de la création d'Origami ? L'égalité des chances, oui. En tout cas, oui, c'était vraiment le point de départ. Ça partait d'un constat un peu dur, qui était qu'on avait une méthode de recrutement dans notre secteur, dans le marketing digital et la publicité en ligne, qui laissait pas beaucoup de chance à beaucoup de monde. Donc, voilà. Mais comment vous l'expliquez ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passait ? Parce que c'est un phénomène de reproduction assez simple, en fait. On a fait certaines écoles, du coup on recrute des gens qui ont fait les mêmes écoles et on va pas regarder forcément ailleurs. On a les mêmes profils, on a des réflexes qui sont comme ça, on a des stéréotypes aussi et des codes sociaux qui sont clairs. Et puis du coup on installe un système sans même s'en rendre compte à la fin, et puis il y a plein de gens qui auraient envie aussi d'accéder à ces métiers, et puis en fait ils y pensent même pas parce que tout simplement ils le voient même pas comme une possibilité. Oui, c'est ça, ils ne le voient pas comme une possibilité, exactement. Mais une fois que vous avez fait ce constat, ce qui me fascine, effectivement, c'est la création d'Origami, et de se dire, moi, je vais réussir à changer la donne. Ouais. Moi, je vais réussir, avec le cofondateur, qui s'appelle comment ? Nicolas Hilgen et Perline Grande-Mange. Ouais. Voilà, de se dire, à un moment, on va, nous, faire en sorte qu'on modifie le système. Quelle est la clé pour pouvoir modifier ce système ? En fait, la clé, c'est que au début, on a commencé vraiment en mode pirate, en vrai. Parce qu'il faut des moyens pour créer une école, ça coûte très très cher, donc on n'avait pas ces moyens-là, et donc du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec le peu de moyens qu'on a, et donc on a commencé à former une quinzaine de personnes pendant 3 mois. En fait, on n'a pas beaucoup réfléchi. On s'y est mis. C'est souvent le secret pour démarrer quelque chose. Avec passion, c'est comme une vocation, en fait. Avec une passion, même plus que ça, parce qu'en fait, le soir, j'écrivais les cours, le lendemain, je les donnais. Et j'ai fait quasiment tous les cours pendant 3 mois. On était dans des locaux où nos élèves ont essuyé les plâtres, mais dans le sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment du plâtre sur les murs. Et c'était ça. Et un jour, quelqu'un d'un OPCO m'a dit « Mais tu croyais vraiment que tu allais disrupter la formation professionnelle ?» Je dis « En fait, je ne savais pas que je le faisais. Donc, du coup, oui, pourquoi pas ?» Et c'est un peu l'expression, ils ne savaient pas que c'était impossible et donc ils l'ont fait. C'était exactement ça en fait. On ne savait pas que ce qu'on faisait, normalement il ne fallait pas le faire, quoi. Et donc du coup ça nous a appris, et ça a marché en plus, ça a marché. Alors au début on a fait ça avec des copains parce que les gens qui recrutaient c'était des gens qui me faisaient confiance. Moi je venais de cet univers du marketing digital, des médias, j'étais un peu connu dans ce secteur, donc c'était facile d'aller voir des gens et de leur dire si je forme des jeunes, au début, c'était d'ailleurs des jeunes de quartier, la première promo. Si je forme des jeunes, est-ce que tu es prêt à payer pour les recruter ? Et donc les gens m'ont dit, oui, bien sûr, allez, on y va, on essaye. Et puis petit à petit, on a fini par comprendre comment ça marchait la formation professionnelle. Quand même, on s'est pas acharné. Et puis on a fini par rentrer dans les clous, découvrir Pôle Emploi à l'époque, les opérateurs de compétences, l'alternance, les titres, les certifications, etc. Donc pendant 1 an, on a nous-mêmes été étudiants de ce secteur. De ce monde-là, oui. Et on a découvert que c'était un univers complet dont personne ne connaît l'existence avant d'y rentrer. Et c'est comme ça qu'on a vraiment démarré. Et on a élargi aussi le spectre parce qu'on s'est rendu compte qu'avoir des promos avec que des jeunes de milieux défavorisés, c'était la pire idée du monde. Parce que du coup, ils n'avaient pas la fierté de faire partie de ces promotions dans la mesure où ils avaient l'impression d'avoir été sélectionnés parce que ils faisaient partie de ça. Alors que notre processus de sélection, il est super dur. Donc c'est très hétéroclite en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment là dans une idée de formation à la fois sur le court terme et le long terme pour proposer une formation différente et qui soit justement, parce que vous le dites, c'est une économie sociale et solidaire.
Tout à fait. Oui, alors ça aussi, c'était un prérequis de départ. Je voulais monter une boîte qui était lucrative, il n'y avait pas de problème. On s'en cache pas, on est une société privée. Enfin, lucratif, moi j'ai vu que la formation était gratuite. Limitée, oui, tout à fait. Alors, elle est gratuite parce qu'elle est financée, en fait. Elle est financée par France Travail, elle est financée par des OPCO, voire par nous-mêmes, quelquefois, parce qu'on a des formations longues. Et donc, du coup, la première année, on investit sur les profils. Et on se paiera les années 2 et 3 si on fait bien notre boulot. Donc c'est un modèle à la performance, mais une performance dont tout le monde gagne à la fin. Oui, c'est gagnant surtout pour l'étudiant en question. Parce pour l'étudiant, ça lui permet effectivement d'avoir à la fois une formation qu'il choisit, d'accord, et qui en plus effectivement est gratuite et qui lui permet d'avoir a priori 98% d'insertion une fois les études terminées. Oui, c'est 91% exactement les chiffres qu'on a, dont les 95% de ces 91 qui bossent dans les métiers sur lesquels on les a formés. Et en fait, j'ai envie de dire, si vraiment quelqu'un qui est motivé et qui fait cette formation, et surtout cette année d'alternance, qui est la partie vraiment forte en fait du parcours, parce que c'est là où on se crée une expérience et un CV, etc. Normalement, il n'y a pas de problème. En fait, ensuite, si le métier nous a plu, on continue. Alors parlons-en justement de cette fameuse alternance, puisque c'est la semaine de l'alternance aujourd'hui, enfin cette semaine, fatalement. Donc du coup, qu'est-ce qui est intéressant dans l'alternance? En quoi c'est enrichissant pour les étudiants? Alors déjà, l'alternance, c'est pas que pour les étudiants. Déjà, ça c'est un premier stéréotype qu'il faut casser. On entre dans une ère, là, et on y est rentré déjà il y a un petit moment, mais là, on va y rentrer vraiment frontalement, dans une ère où il va falloir se former toute sa vie. Clairement, on va pas pouvoir. Je sens que vous m'envoyez un message. Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est possible, mais c'était pas le but. Mais en tout cas, il va falloir se former toute sa vie parce que les métiers, les jobs, les professions vont être disruptés là, les années derrière les autres et les unes derrière les autres. Un truc. Peut-être que demain, vous aurez plus tendance à piloter votre avatar qu'à le faire vous-même les interviews parce que ça sera plus facile et que vous pourrez faire 40 interviews en même temps. Mais ça sera toujours vous, mais à travers une IA. Vous me terrifiez. Et sauf que pour apprendre à faire ça, il y a plusieurs moyens. Soit il y a des formations courtes parce qu'on peut se la payer ou parce qu'il y a des dispositifs pour le faire ou parce que c'est des skills qu'on peut apprendre en quelques heures ou en quelques jours. Soit il faut que ça soit sur la durée et qu'on le fasse en travaillant. Et pour ça, il y a l'alternance. Et l'alternance, il n'y a pas de limite d'âge. On peut faire un contrat pro à 55 ans en fait. Et donc, aujourd'hui, on le voit comme un truc, mais je vais être payé au SMIC, etc. En fait, non. Et donc, ce que ça fait, c'est pour un jeune, c'est de l'expérience professionnelle. Donc, et ça, c'est une vraie expérience. Aujourd'hui, une année d'alternance, c'est considéré comme une année de travail par les recruteurs. Quand elle est bien. Elle est rémunérée? Elle est rémunérée au SMIC, en fait. Oui, mais donc rémunérée. Voilà, c'est rémunéré. Donc déjà rémunéré. Et ensuite, on n'est pas là juste pour faire des photocopies. Non. Clairement, on n'est plus dans ce stéréotype-là, justement. Peut-être même presque pas assez. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où c'est presque considéré comme un CDI aussi. Et donc là, il faut trouver le bon juste milieu entre les deux. Ça reste de l'apprentissage. Mais quand une entreprise a trouvé le bon moyen de trouver le bon équilibre entre l'autonomie et de l'accompagnement, c'est génial, ça marche. Et quelque part, c'est aussi un peu du mentorat, c'est-à-dire qu'en fait, les entreprises que vous avez citées, qui sont à la base peut-être vos amis ou en tout cas votre cercle proche, puis les autres maintenant vous font confiance et vous, d'un autre côté, vous pouvez aussi proposer effectivement à ces jeunes ou moins jeunes une alternance plus tard qui sera évidemment bénéfique. Donc c'est un système qui en fait exactement. Nous, on a des entreprises comme Publicis ou Dentsu, ou même le groupe WPP, donc des très grosses entreprises, des groupes de communication, qui nous font confiance au point de faire des promotions entières d'élèves pour eux. Ah oui. Et là, on a fait 3 promotions l'année dernière pour Publicis, c'est plus de 60 élèves. D'accord, donc c'est finalement presque une formation interne à une société. C'est intégré. C'est entre la formation et une nouvelle manière de recruter pour une boîte. Très intéressant. Et alors donc, je le disais, c'est gratuit donc pour les élèves. Tout à fait. Peu importe la formation que l'on choisit. Elle peut être donc de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, pour nous, 3 ans. la gratuité, c'était un prérequis de départ. Il n'y a pas d'égalité des chances s'il n'y a pas de gratuité pour l'élève. Donc, pas de frais de dossier, pas tout ça. Il ne fallait pas que, parce que je n'ai pas 1 500 € à mettre dans des frais de dossier, je ne peux pas faire la formation. Et il y a plein de gens qui font nos formations qui n'ont pas de quoi s'acheter un ticket de métro. Donc et ça existe à Paris. Et donc, du coup, c'était important. Et à côté de ça, on a des gens qui ont fait les decks et qui auraient les moyens de se la payer, il n'y a pas de problème. Mais en fait, l'idée de faire côtoyer ces deux populations, c'est déjà tout le monde est au même niveau parce qu'ils ont été sélectionnés durement. Et ensuite, ils peuvent se payer la formation puisqu'en fait, ils ne se la payent pas. Donc, du coup, moi, tout le monde Vous mentionnez les decks, mais il y a évidemment plein d'autres très grandes écoles. Non, mais c'est pour les citer toutes. Et je le dis parce qu'en fait, dans votre école, il y a aussi effectivement de très bons profs, ou en tout cas experts, qui effectivement dispensent les cours. Comment vous avez réussi à les persuader ? En fait,
Alors déjà au début, c'était la même histoire, c'était le premier cercle. Sauf que le premier cercle, il est sympa, 1, 2, 3 promos, et puis au bout d'un moment, t'es gentil avec tes cours, Yann, mais à un moment donné, moi j'ai un boulot aussi à côté. Donc il a fallu élargir. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on accompagne nos intervenants dans leur dynamique de formateur. C'est pas des formateurs à l'origine, c'est des experts. Et pas parce qu'on est expert qu'on sait transmettre. Et en fait, ils se rendent compte que déjà, enseigner, c'est apprendre une deuxième fois. Quand j'apprends quelque chose à quelqu'un, en fait, je l'apprends pour moi-même encore mieux parce que ça m'oblige à me poser la question de ce que je fais. Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'on les rend encore meilleurs dans leur job parce qu'ils accompagnent encore mieux les juniors qu'ils onboardent vu qu'on leur a appris à former des jeunes. Alors, vous abordez donc, outre évidemment les cours académiques qu'on imagine pour le marketing et autres, cette notion de confiance en soi et surtout de potentiel dont vous parliez, où on se sent souvent dans les milieux défavorisés ou dans les milieux peut-être un peu plus ruraux, où on n'est pas proche de ces grands secteurs étudiants et autres. On se dit qu'on n'a pas forcément la possibilité ou le potentiel. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que vous mettez beaucoup en avant. Oui. Tout à fait. En fait, ça, c'est un truc qu'on s'en est rendu compte dès la première session. Il y avait des gens qui étaient là et qui se disaient « Mais attendez, vous vous êtes planté, en fait, vous m'avez sélectionné, mais je crois qu'il y avait un bug dans votre système, j'ai rien à faire ici, quand je vois les autres et tout, vous êtes trompé. » Et en fait, donc, on a tout de suite mis en place, et donc avec Perline, un accompagnement qui est, Perline est coach aujourd'hui, donc un accompagnement sur la confiance en soi, la connaissance de soi, l'interaction, etc. Et on s'est rendu compte que ça faisait des miracles, parce que, justement, les mêmes personnes qui disaient au début « Vous êtes trompé », c'est celles qui finalement réussissaient le mieux dans la formation. Et donc, si on arrivait à leur faire prendre confiance en elles, on arrivait à déployer des capacités. Donc, on mesure le potentiel et on l'accélère pendant tout le parcours. Et ça, c'est vraiment un truc important dès le début. Paris réussi donc pour Origami, cet organisme de formation en économie sociale et solidaire qui se trouve où? Alors à Paris 20e, à Montpellier, à Lyon, à Toulouse, Marseille, maintenant Lille et même à Madagascar. Ah oui, effectivement, pas mal de centres, génial, bravo. Écoutez, merci beaucoup Yann Gabet d'être venu sur le plateau du Grand JT. Merci à vous et plein de bonnes choses pour vos étudiants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, j'ai bien compris. Et donc j'ai bien compris que j'allais devoir faire une petite formation bientôt. J'ai vu dans le regard que, attention, merci à vous d'être venu sur le plateau. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, Malika reçoit la chanteuse et ancienne candidate de la Star Academy, Paola. Alors, tu es chanteuse aujourd'hui, mais est-ce que plus petite, il y avait un autre métier qui te faisait rêver? En fait, j'ai toujours aimé le soin à la personne. J'aurais aimé être chirurgienne. Moi, j'aurais aimé ouvrir les corps et les soigner, quoi. C'est un truc qui me passionne. T'as pas peur du sang? Non, j'adore ça. Enfin, j'adore le sang, non, mais j'adore le corps, en fait. Ça me fascine. Si t'aimais pas les maths ni les sciences? Mais c'est ça le problème, c'est que j'adorais les sciences humaines. J'étais bonne en biologie. J'avais des bonnes notes. Moi, j'ai fait un bac ensuite sanitaire et social et je m'en sortais là-dessus, mais c'était vraiment les maths pures et dures. J'étais nulle, quoi. Alors, t'aurais fait quoi comme métier, tu penses? Mais je pense que j'aurais été... ça, c'est un peu... ça n'aurait jamais été le cas parce que j'ai des soucis de concentration, donc je pense que j'aurais eu du mal. Mais ouais, chirurgienne, soit neurochirurgienne ou alors cardiaque, en fait, j'aurais aimé... Ah oui, on c'est est bas. Mais en fait, j'aime trop ça. Je me pose tellement de questions sur le corps. Je m'intéresse tellement à ça que moi-même, quand je me suis fait opérer d'une petite opération débile de la mâchoire... je m'étais intéressée, j'avais regardé l'opération, comment elle se faisait. Enfin, j'aime trop ça, quoi. Donc c'est ça, je pense que j'aurais fait. La musique, c'est arrivé quand? Toi, ça commence comment dans ta vie? Depuis toujours. En vrai, je suis née avec ça. Ma maman avait cette passion-là aussi. Et j'ai toujours aimé faire des spectacles, chanter devant les parents. Et j'ai commencé l'école de musique à 8 ans. Oui. Et après, ça s'est enchaîné comme ça, donc assez tôt quand même. C'est ta volonté à toi ou c'est ta maman qui t'avait poussée? Ah non, c'est vraiment moi. Je réclamais la scène et je réclamais les cours de piano, je réclamais le cours de chant. Ouais, non, j'étais vraiment... Et est-ce que déjà, dès le plus jeune âge, à ce moment-là, tu te dis je vais peut-être pouvoir en faire mon métier? Je pense que j'en rêvais intérieurement, mais je me suis jamais vraiment dit ça petite. Je rêvais en voyant des chanteuses que j'aimais, mais je sais pas, c'est venu quand même assez tard, quand je me suis rendu compte que je pouvais juste partir du cursus un peu plus basique et me dire que... C'est venu quand? En fait, c'est venu depuis la Starac où je me suis vraiment dit, OK, là, en fait, je peux tout laisser et en faire mon métier ou en tout cas tenter ma chance, quoi. Parce que de base, c'est quand même dur, quoi. C'est Paris, beaucoup, et c'est beaucoup d'artistes qui existent déjà, donc c'est dur de mettre le pied dedans. Donc, c'est la Starac, moi, qui m'a aidé à vraiment y croire et me dire, OK, j'y vais, quoi. Tu te décrirais comment en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, je dirais que je suis spontanée et que je suis, je sais pas, assez légère, je pense, par rapport à
à ce que je vis. Je pense que j'ai une sorte de légèreté où je me dis, vas-y, je prends ce que je peux prendre et je laisse. T'as des sources d'inspiration? Ouais, beaucoup, la variété française. Enfin, la nature, les humains m'inspirent beaucoup. Et après, en termes d'inspiration musicale, c'est la variété française qui m'a bercé beaucoup. Quel artiste en particulier? Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, Balavoine, France Gall, Francis Cabrel. C'est ma maman, en fait, qui nous mettait ça dans les oreilles depuis tout petit. Donc, la grande variété française, la pop aussi. Mais... C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Paola, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Vous qui en avez fait votre expertise, quelle définition vous donneriez à l'intelligence artificielle? Ah, ça c'est une très bonne question parce que la définition de l'intelligence artificielle peut être très large. En fait, si on reprend les premières notions d'intelligence artificielle, elles sont philosophiques, elles reviennent à l'Antiquité, avec des approches d'essayer de recréer une intelligence humaine, ou même de recréer même des comportements ou des êtres humains, les homoncules, que les alchimistes appelaient. Mais en fait, l'approche philosophique s'est développée au cours des années avec, par exemple, Leibniz, un philosophe des Lumières, qui en 1666 a développé même un ouvrage qui s'appelle De Arte Combinatoria, qui, par exemple, traite d'un algorithme qui essaie de démêler le vrai du faux au cours d'une conversation humaine. C'est des premières approches quand même, j'ai envie de dire, conceptuelles, philosophiques de l'intelligence artificielle, et à partir de ça, c'est développé une science qu'on appelle les sciences cognitives, qui sont des sciences, en fait, qui essayent de mêler la biologie, la philosophie, les mathématiques, l'informatique, toutes ces notions pour commencer à développer une sorte de machine qui pourrait essayer de simuler ces comportements-là. Avec l'apparition des technologies en 1950 et 2000, en fait, on a vu une émergence de l'intelligence artificielle qui, justement, avec nos machines, ont pu être visibles. On a développé des premiers algorithmes, par exemple, pour décrypter les codes nazis durant la Seconde Guerre mondiale avec Alan Turing. Oui. Il y a même un super film qui est sorti là-dessus, qui parle de cette histoire, mais ce sont les premières intelligences artificielles où on utilisait l'informatique pour, justement, un service et un but commun qui était ici de résoudre un code nazi. Et ça a permis toutes ces évolutions de 1950 à 2000 à avoir plein de technologies justement qui essaient de simuler ce comportement humain. Et en fait, il y a eu différents travaux comme ceux de Rosenblatt qui a essayé d'utiliser le comportement de notre cerveau, comment fonctionnaient nos neurones, pour essayer de simuler informatiquement ce type de comportement pour apprendre sur des données et essayer de générer et simuler des objets ou prédire des comportements qu'on peut avoir dans notre vie. Imaginons on a des données d'entrée qui sont la superficie de logement, on souhaite prédire le prix du logement, ce genre de modèle existe, des modèles assez simplistes. Mais il y a plein de modèles du coup d'intelligence artificielle qui sont développés sur ces années-là. Et aujourd'hui, on a vu avec ChatGPT l'émergence de ce qu'on appelle la Gen AI, l'intelligence artificielle générative, où on génère même de nouvelles données à partir des anciennes pour essayer de répondre à des réponses, à des requêtes, etc. Mais ça, ce sont des modèles mathématiques. Il faut bien le comprendre, c'est des mathématiques. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de générer des nouvelles données à partir d'anciennes. C'est vraiment toujours à partir d'anciennes données sur lesquelles on s'est entraîné et on a appris. C'est un personnage aussi assez misogyne. Ah non, ça c'est trop gentil. Ça. Allez, je cite, le rôle de la femme doit rester ce qu'il a toujours été. Elle est avant tout la compagne de l'homme, la future mère de famille. Elle doit être élevée en vue de cet avenir immuable. Ça vous va mieux quand je le cite comme ça. C'est un vieux réac. Mais réellement, quand il était jeune, il était... normal, on va dire. Ouais. Normal pour l'époque, hein, attention. Ça veut dire déjà assez serré quand même. Parce qu'il était fin 19e, les femmes rigolaient pas trop. Hein. Et pour les jeux, il estimait que les femmes n'avaient rien à faire dans les jeux. Le sport, il y avait des disciplines féminines. Le golf, c'était possible. Le tennis, à la limite, mais il fallait quelque chose qui fatigue pas trop les femmes, parce qu'elles sont pas censées faire ça, elles sont censées apporter le laurier des jeux mâles. Il explique quel intérêt de jeux femelles, donc de sous-jeux femelles, par rapport aux jeux mâles. Donc ça n'avait aucun intérêt. Toute sa vie, il a été contre la présence des femmes au jeu. Et si elles sont arrivées, c'est malgré lui, c'est le CIO qui l'a mis de côté. Jérôme Biron, à quoi sert l'école ? Alors, vu que c'est votre postulat de base, enfin, c'est votre question il y a plein centrale. De réponses à cette question et les réponses dépendent d'orientation philosophique ou de sensibilité politique. On peut, en fait, l'école elle est en... Parce que votre piège n'est pas précis, mais en fait, c'est une enquête.
Ce qu'on fait, c'est une enquête. Absolument. Oui, c'est ça. Et le point de départ, c'est cette question de Kevin, à quoi sert l'école? Et quand, 15 ans plus tard, on a décidé d'aller creuser le sujet avec des scientifiques, on a travaillé avec toute une équipe de chercheurs et de chercheuses de l'université de Louvain, en Belgique, mais aussi avec des sociologues français. En fait, la question, elle s'est réorientée plutôt vers à qui sert l'école. Parce que, effectivement, la question sociale est ce qui nous a semblé être le problème principal, finalement. Puisque la Belgique et la France font partie des 3 pays de toute l'OCDE dans lesquels votre réussite dépend le plus de votre origine. C'est le cas, c'est pas le cas à ce degré-là ailleurs. Et donc on s'est demandé pourquoi. Guillaume, parmi les sujets que vous abordez dans vos vidéos sur votre chaîne Science Trash, j'ai bien noté que ça se prononçait avec un accent anglais plutôt qu'un... Exactement. C'est ça. On a noté qu'est-ce qu'on mangera dans 100 ans. Connaissez-vous les 12 secrets du chocolat ou encore les 10 jeux vidéo qui révolutionnent la France, la science. Comment vous choisissez justement ces thématiques que vous adressez avec vos abonnés? En fait, c'est une très bonne question parce qu'on me la pose beaucoup, cette question, d'où vient l'idée des sujets. Mais en fait, l'idée des sujets viennent d'absolument partout. C'est un peu tout ce que je reçois en termes de réseau de communication comme information, donc que ce soit les médias, que ce soit les amis quand on tient une discussion. Donc tout ça me donne des idées de sujets, des fois qui émergent, tout simplement pour la vidéo qui est sortie sur l'alimentation du futur, donc justement la cuisine du futur. Cette idée est venue, par exemple, en regardant le chef Thierry Marx, qui avait développé donc toute sa cuisine moléculaire, mais surtout qui avait effectué des conférences à l'université Paris-Saclay avec un laboratoire. Il a monté un laboratoire culinaire là-bas, scientifique, avec des chimistes, où il effectuait des recherches pour développer des nouvelles façons de cuisiner pour les astronautes dans l'espace. Et je me suis dit, c'est passionnant. Il est venu en parler sur le plateau d'une émission télé. Je me suis dit, je vais reprendre un peu tout ce qu'il a dit, je vais essayer de creuser un peu tous ces sujets. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire un sujet sur la cuisine du futur qui a été développé du coup sur la chaîne. La plupart des sujets viennent de là. Des idées que je peux croiser en conférence, que je peux croiser en écoutant les gens. Et souvent, ça émerge des idées. Là, par exemple, le film Oppenheimer m'a donné une idée sur la vie d'Einstein, parce que ça n'a rien à voir. Mais je suis allé creuser un peu, comprendre qui était Einstein. Mais les gens ne savent qu'une partie émergée de l'iceberg sur la vie d'Einstein. Il y a peu de gens qui savent, par exemple, que c'était un ingénieur sur les réfrigérateurs. Ah oui, effectivement. Il n'avait pas de carrière de chercheur. Et avec un papier scientifique seulement, un seul, pas de 5, pas de 10, pas 20 comme beaucoup de scientifiques, lui, juste avec il a révolutionné la physique du monde entier. Et donc je me suis dit, ça c'est un sujet qu'il faut traiter. Les aspects sur Einstein que les gens ne connaissent pas assez. Par exemple, en quoi Einstein s'était trompé sur différentes théories qu'il avait développées, qu'est-ce qu'il souhaitait faire, quel était son parcours, tout ça. Ça sera un sujet d'une prochaine vidéo qu'on pourra voir sur la chaîne. Ce qui passionnait Coubertin au départ, c'était vraiment la pédagogie. C'est ça. Il a sillonné l'Angleterre, le monde de l'époque, en fait. Il était allé aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et en fait, il essayait de comprendre pourquoi ce qui ne fonctionnait pas dans le système éducatif français. Et il a rencontré Arnold Thomas en Angleterre, qui était le directeur du collège de rugby, qui avait fait quelque chose de révolutionnaire, c'est introduire le sport dans l'éducation. Et il s'était rendu compte, ou en tout cas c'est ce qu'il estimait, c'est que l'activité physique était indispensable pour une bonne activité intellectuelle. Là, on peut remonter au grec, un esprit sain dans un corps sain, sauf que c'était complètement perdu en France. En France, le sport ne servait à rien, si ce n'est à divertir quelques aristocrates le dimanche au bois de Vincennes pour aller faire un peu d'équitation ou un peu de sabre, d'épée, des choses comme ça. Mais en tout cas, pas du tout pour pour l'école. On en faisait un peu à l'école, mais c'était dans des objectifs très militaires. C'est après la défaite de 70. Oui, il y a quand même toutes ces images, fin 19e, des gamins avec des très lourds fusils en bois. Oui, alors ça, c'était ça en France. Voilà. Mais lui, il estimait que le sport... C'était pas ça le sport. Pouvait dépasser ça. Le sport permettait justement... Alors c'est ce qu'il dit. Il dit, moi, je veux créer des citoyens, pas des soldats. C'est ça. Et en fait, toute la politique culturelle et éducative aujourd'hui qui intègre le sport dans les études. Elle commence là. Elle commence à ce moment-là. Est-ce que vous avez pensé à, un peu comme le mentorat évoqué dans la chronique, faire des interventions dans les écoles, peut-être plus tard ?
Alors, nous, notre spectacle est vraiment ciblé sur la communauté éducative, donc les enseignants, éventuellement les directions, peut-être les parents. Le spectacle n'a pas directement été écrit pour les adolescents ou les jeunes, parce que sinon, on ne l'aurait pas non plus écrit comme ça. Notre spectacle est rempli de connivence avec le milieu professionnel dans lequel on a évolué, mais aussi avec les adultes. Par contre, on a eu, et on a toujours d'ailleurs dans nos cartons, l'idée d'éventuellement adapter ce spectacle au milieu scolaire pour les élèves. À destination des élèves. À destination directe des élèves, parce qu'on pense que parler de sociologie, on le fait vraiment très peu dans les écoles. C'est un truc qui est un peu touchy, c'est compliqué comme sujet. Et on ne faisait pas en philo, ça Moi, j'en faisais, oui. Moi, si c'était touchy, j'aimais bien. C'est ça. À part des enseignants comme Jérôme qui aiment aller semer la zizanie. Un peu border, tu sais. L'idée, c'était vraiment de permettre aussi aux élèves comme Kevin ou Joséphine, Diane, issus de milieux plus favorisés, de se rencontrer et de discuter de ces questions de sociologie pour essayer de faire société dans les classes, commencer déjà à initier un dialogue social à partir de l'école. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Romain Luc, le son Thibaut Goury-Lafont, le maquillage Laure Audemont, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Nicolas.